Épisode 15, Sonthonax, le retour. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. J'en profite pour vous remercier tous que vous me suiviez depuis l'an dernier avec notre série sur le Vietnam ou que vous ayez découvert le podcast récemment avec Haïti. En tout cas, un grand merci à vous tous et si ce n'est trop vous demander, n'hésitez pas à en parler autour de vous car le bouche à oreille, c'est ça qui fonctionne le mieux. En tout cas, merci encore et allons-y pour ce nouvel épisode. Toussaint Tout-Puissant. Voilà ce qu'auraient pu titrer les journaux du Cap au lendemain du putsch raté du général Villatte en avril 1796. Au lendemain du coup d'État, non seulement le gouverneur général Lavaux est redevable à Toussaint Louverture d'être encore en fonction, mais le gouverneur général doit même sa vie au général noir. À ce moment-là, si on accepte le Sud, le territoire d'André Rigaud, Toussaint Louverture est maintenant l'homme fort de la colonie. Le territoire sous son contrôle englobe désormais toute la province du Nord et une bonne partie de l'Ouest. Et quant à la population, à part certains gens de couleur, tous les habitants sont derrière lui. Et même le gouverneur lui mange dans la main. Cependant, cette période est de courte durée, car dès le 11 mai 1796, l'arrivée d'une troisième commission civile dirigée par Sonthonax ouvre une nouvelle période de lutte politique dans la colonie. Et ce retour de Sonthonax ne peut se comprendre qu'à la lumière du cours de la Révolution française. Il est donc temps pour nous, encore une fois, de traverser l'Atlantique. Et on va le faire en juin 1794 en compagnie de Paul Vérel et Sonthonax. On l'a vu à l'épisode 12, les deux commissaires sont rappelés alors par la Convention pour rendre compte de leur action, qui a été quand même assez radicale comparée à leur feuille de route initiale. Mais Sonthonax et Paul Vérel peuvent remercier leur bonne étoile, car ils débarquent à Paris juste après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. S'ouvre alors la période qu'on appelle de réaction thermidorienne. Serait-il arrivé quelques mois plus tôt que Sonthonax et Paul Vérel auraient peut-être été guillotinés après un procès expéditif? Mais après juillet 1794, la Convention thermidorienne ne sait plus trop quoi faire des deux commissaires. D'abord, la Convention est un peu gênée sur le plan idéologique. Certes, Sonthonax et Paul Vérel sont de dangereux individus qui sont allés trop loin en abolissant l'esclavage. Cela dit, ce sont des Girondins, c'est-à-dire des gens qui se sont fait purger par Robespierre et ses amis pendant la Terreur. Deuxièmement, quand Sonthonax et Paul Vérel arrivent à Paris, les nouveaux leaders thermidoriens n'ont pas encore le pouvoir bien entre leurs mains. Ils luttent encore pour leur survie politique et il ne faut pas oublier non plus que la France est toujours en guerre. Pour le dire simplement, la Convention a d'autres chats à fouetter que de s'occuper des colonies pour l'instant. Pas de procès donc dans l'immédiat, et Sonthonax et Paul Vérel se retrouvent, comme qui dirait, mis en examen mais sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter Paris. Et c'est seulement vers la fin de l'année 1794 que les deux commissaires sont appelés à la barre. S'ouvre alors un interminable procès qui dure presque toute l'année 1795. Et ce procès, devant la Convention, donne lieu à un affrontement intense au sujet de l'émancipation. En effet, avec la réaction thermidorienne, tous les ennemis de Robespierre qui trouvent que la Révolution a poussé le bouchon un peu trop loin, eh bien tous ces ennemis ressortent du bois.
Et les planteurs des colonies ne sont pas en reste. Ils s'écrient à la bonne heure. On va enfin revenir sur cette aberration que constitue l'abolition de l'esclavage. Il y a donc des débats très houleux et Sonthonax et Paul Vérel sont obligés de se défendre bec et ongle devant un comité de parlementaires qui passe au crible leur action à Haïti. Les colons et les députés qui leur sont proches profitent du procès pour lancer une campagne contre le décret d'abolition. Et pour cela, ils ressortent toute l'argumentation raciste à la Moreau de Saint-Méry. Un exemple. Le colon Gouli, député de l'île Maurice, qu'on appelle alors Île-de-France. Gouli soutient par exemple qu'il est absurde d'accorder la liberté et la citoyenneté à des gens sans âme, animés seulement par, je cite, les sons longs du tambour ou d'une voix exprimée avec force, des gens dont le visage présente l'image de la stupidité. Fin de citation. Le colon Gouli dit ça à la Convention, mais ce qui a changé en 1795, c'est qu'il y a du répondant en face. Car à la Convention siège aussi un ancien esclave, en la personne de Jean-Baptiste Bellé. Je cite, « Je suis né en Afrique, moi. » Fin de citation. C'est ce que lance Bellé en réponse aux propos racistes de Gouli, avant de se lancer dans une réfutation point par point de l'argumentation du planteur mauricien. Pour finir, Bellé accuse les colons d'avoir trahi la patrie à Saint-Domingue. Cette argumentation des colons traîtres à la patrie, elle est reprise aussi par Sonthonax et Paul Vérel. Et leur face-à-face avec les colons est impitoyable. Le procès s'étire en longueur et il est tellement éprouvant qu'il a raison de l'un des commissaires. En effet, Étienne Paul Vérel décède à Paris le 6 avril 1795 et il laisse Sonthonax se débrouiller tout seul face aux colons. Mais Sonthonax fait face et ne se prive pas d'accuser ses accusateurs. Finalement, c'est seulement en septembre que la Convention rend son jugement. Et ce jugement est favorable au commissaire. L'action de Sonthonax et de Paul Vérel sur la colonie en général, et en particulier le décret de liberté générale qu'ils ont proclamé, eh bien ces actions sont légitimées par la Convention. La Convention relaxe donc Sonthonax et Paul Vérel. Et cette relaxe, c'est l'un des derniers détails réglés par la Convention avant de passer la main. Car le 22 août 1795, la France adopte une nouvelle constitution, dite de l'an 3. Cette constitution crée 2 chambres parlementaires, le Conseil des Anciens d'une part et le Conseil des 500 d'autre part. Ces 2 chambres sont contrôlées par un exécutif de 5 personnes, le Directoire. Et sur bien des points, la constitution de l'an 3 rompt avec celles qui l'ont précédée. Premièrement, si la constitution de 1793 avait pour mot d'ordre la démocratie et l'égalité, la constitution de l'an 3, elle, en 1795, se concentre sur la liberté et la propriété. Elle établit un régime de propriétaires avec notamment l'adoption du suffrage censitaire en lieu et place du suffrage universel. Néanmoins, la nouvelle constitution confirme le décret d'émancipation et décrète qu'il n'existe plus de distinction juridique ou politique entre la métropole et les colonies. Par conséquent, plus de lois particulières pour gouverner ces colonies. La constitution de l'an 3 s'appliquera partout où flotte le drapeau français.
et c'est pour faire appliquer sa nouvelle constitution sur la colonie que le Directoire nomme en janvier 1796 5 nouveaux commissaires civils. Leur mission est de garantir l'égalité raciale et l'émancipation, mais aussi d'intégrer complètement la colonie dans la République. Parmi ces 5 commissaires, 3 sont déjà passés par la colonie. Il s'agit de Philippe Roum, déjà commissaire en 1791. Vous savez, un de ces mecs qui ont débarqué à Haïti sans savoir que les esclaves s'étaient insurgés. La deuxième personne qui connaît bien Haïti, c'est Julien Raymond, qui rentre chez lui après plus de 10 ans d'absence. Enfin, vous l'aurez deviné, il y a Sonthonax. La République lui a donné raison quant à son action passée, eh bien la même République le renvoie maintenant dans la colonie pour parachever son œuvre. Les nouveaux commissaires ont des pouvoirs très vastes et ils sont accompagnés aussi de 1200 hommes sous commandement de notre revenant, le général Rochambeau. 1200 hommes, vous me direz, c'est peu. Et vous avez raison. Mais dans la cargaison des navires qui emmènent Sonthonax et ses collègues, il y a aussi 20 000 fusils destinés à équiper les armées noires et de couleur. En effet, le Directoire a décidé d'armer les Noirs, désormais libres, pour bouter dehors les Anglais. Vous vous rappelez du mot de Danton quand l'abolition avait été votée à la Convention. Je cite, « C'est la mort de l'anglais », fin de citation. C'est le 11 mai 1796 que cette troisième commission civile, après celle de 1791 et celle de 1792, arrive au Cap. Et tout de suite, Sonthonax et ses collègues réaffirment l'engagement de la République pour l'abolition de l'esclavage et en faveur de l'égalité raciale. Au Cap, l'ambiance est à la fête. Les rues sont bordées de fleurs et les citoyens noirs célèbrent le retour du grand libérateur, dont ils n'ont pas oublié la proclamation libératrice d'août 1793. Avec le concours de Julien Raymond, Sonthonax se met au travail pour établir son autorité. Et son activité est telle qu'elle menace le leadership de Toussaint Louverture auprès des Noirs. Sonthonax s'autoproclame, je cite, « fondateur de la liberté générale », fin de citation. Et entre autres, il entreprend de créer des écoles afin d'apprendre à lire et à écrire aux anciens esclaves. Toussaint Louverture voit tout ça d'un très mauvais œil, et il commence donc à manœuvrer pour préserver son autorité. Il ne va pas au clash, non, mais sa décision est prise. Il doit se débarrasser de son puissant rival. Reste juste à attendre le moment favorable. L'affrontement entre Louverture et Sonthonax est aussi ajourné parce que celui-ci arrive immédiatement après l'affaire Vilatte. La priorité de Sonthonax, c'est donc d'abord de réaffirmer l'autorité de la République face aux gens de couleur. Pour cela, il fait arrêter et expulser Vilatte vers la France. Mais Sonthonax soupçonne aussi Rigaud d'avoir joué un rôle dans la conspiration Vilatte. Rigaud a joué un rôle crucial pour contenir l'invasion anglaise. Cela dit, il agit comme un seigneur de guerre autonome dans son fief du Sud. Pour Sonthonax, le moment est donc venu de restaurer la légalité républicaine, c'est-à-dire de subordonner le militaire Rigaud à son pouvoir civil à lui, Sonthonax. Mais pour ce faire, il envoie 2 délégués dans le Sud pendant qu'il reste au Cap. Ces délégués ne sont pas commissaires et ils sont accompagnés d'un officier
le général Desfourneaux, dont la mission est de réintégrer les légions du Sud dans les structures militaires légales. Quand cette délégation débarque dans la province quelques semaines plus tard, elle effectue d'abord une tournée d'inspection des plantations. Mais les délégués ne font pas dans la subtilité. Ils débarquent avec leurs gros sabots et partout où ils passent, ils dénoncent le régime draconien en cours dans les plantations et incitent les Noirs à se soulever contre leurs oppresseurs de couleur. Ils procèdent par exemple à la destruction des cachots utilisés pour mater les cultivateurs récalcitrants. Ils disent aux Noirs que les commissaires apportent une liberté réelle, au contraire de celle de Rigaud. Et parallèlement, le général Desfourneaux tente aussi de reprendre le contrôle de l'armée de Rigaud. Ce que fait Desfourneaux dès qu'il arrive, c'est qu'il ordonne à Rigaud de lancer derechef une opération contre le réduit britannique de la Grande Anse, au bout de la péninsule du Sud. Or, cette offensive précipitée arrive à un moment où la Grande-Bretagne est en plein surge, comme disent les Américains en Irak en 2007. C'est-à-dire qu'entre 1794 et 1795, la Grande-Bretagne décide de se donner encore plus de moyens pour capturer les colonies françaises dans les Caraïbes. Et en juillet 1796, ce sont 12 000 hommes qui arrivent en renfort à Haïti. Desfourneaux est sûrement au courant de cela. Et il y a donc de fortes raisons de croire que Desfourneaux désire non seulement tenir Rigaud et ses meilleures troupes éloignés de la capitale, les Cayes, mais il désire aussi discréditer le général de couleur avec une opération casse-gueule. Et c'est ce qui se passe. Rigaud se casse les dents sur Jérémie et Desfourneaux dénonce son incompétence ainsi que son manque d'ardeur révolutionnaire. Enfin, pour faire bonne mesure, Desfourneaux fait arrêter quelques officiers fidèles à Rigaud. Et là, il fallait s'y attendre, ça explose. Un soulèvement éclate contre les délégués, dont l'attitude provocatrice et peu subtile a raison de la patience des gens de couleur qui faisaient très bien leurs affaires tout seuls avant qu'ils n'arrivent. Ce que font les leaders de ce soulèvement, c'est qu'encore une fois, ils se répandent dans les plantations et disent aux cultivateurs de ne pas tomber dans le panneau des délégués. Ils leur disent que la vraie raison de leur venue, c'est de rétablir justement l'esclavage. Venez défendre votre liberté, disent-ils aux cultivateurs. Eh bien, des milliers de Noirs se soulèvent et se joignent donc aux gens de couleur et envahissent la ville des Cayes le 11 juillet. Cette foule enragée se déchaîne et des centaines de Blancs sont massacrés. Les délégués de Sontonax eux-mêmes échappent de peu à la mort. Un d'entre eux s'échappe par la mer, vers Santo Domingo, mais un autre n'a la vie sauve que grâce à l'intervention du général Beauvais. C'est sur ces entrefaites que Rigaud revient aux Cayes à la tête de son armée. Les délégués demandent tout de suite à le rencontrer et le supplient de mettre fin au massacre et à l'insurrection. Rigaud dit OK, et il reprend le contrôle de la situation. Il en profite pour renvoyer les délégués au Cap avec un message pour Sontonax. Cher commissaire, vu la situation encore tendue qui règne ici, je me permets de garder les pleins pouvoirs jusqu'à nouvel ordre, veuillez agréer, etc. Rigaud reste maître dans son fief du Sud. Sontonax, au Cap, a beau jeu de publier une proclamation dénonçant l'action de Rigaud, mais c'est plus un aveu d'impuissance qu'autre chose. Théoriquement, Rigaud est toujours loyal à la République et continue de combattre les Britanniques, mais la conséquence de la crise des délégués, c'est que son autorité est encore plus renforcée. Autre effet pervers,
À défaut de pouvoir mettre le Sud sous son autorité, Sontonax est obligé de travailler exclusivement avec Toussaint Louverture. Le conflit entre les deux hommes va alors s'intensifier. Et comme nous le verrons la prochaine fois, un seul en sortira vainqueur. Et ce sera Toussaint Louverture. Mais ça, je vous en parlerai à l'épisode prochain. D'ici là, portez-vous bien et salut, hein. Nyowad na jake